Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur le football européen, sur la chaîne YouTube d'Eurosport France, mais également sur eurosport.fr. Je suis ravi de vous retrouver dans cette grosse semaine européenne et vous allez le voir, le sommaire va y consacrer une large part. On commencera d'abord par débriefer le week-end en Angleterre et la crise éternelle qui couve à Manchester United. Ruben Amorim va-t-il être licencié? On posera la question à Philippe Auclair. On reviendra ensuite en Ligue 1, parler des deux Olympiques, l'Olympique lyonnais, vainqueur à Lille, l'Olympique de Marseille, vainqueur à Strasbourg. Est-ce que ce duo peut tenir jusqu'au bout? On posera la question à Elton Mokolo. On se penchera ensuite sur le gros choc de ce mercredi en Ligue des Champions. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, est-ce un choc au rabais? On parlera des absents, on parlera tactique avec Elton Mokolo toujours et Anna Caro, spécialiste Liga, qui nous parlera aussi un petit peu du derby madrilène qui risque de faire très mal au Real Madrid. Et on terminera enfin cette émission avec un détour en Italie pour parler de Manu Koné, le crack de l'AS Rome. On posera toutes les questions à Guillaume Pacini. On commence à découvrir ce joueur avec les Bleus, mais sachez qu'en Serie A, tout le monde est tombé sous son charme. Tour d'Europe, c'est à retrouver tous les lundis sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Vous retrouvez aussi les meilleurs extraits sur eurosport.fr. Vous connaissez le menu. Alors Tour d'Europe, c'est parti. Et on commence donc ce Tour d'Europe avec l'Angleterre. Philippe Auclair et sa cup of tea est-elle là avec les petits kittens? Magnifique, elle est bien là. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien. On a vécu un week-end mouvementé. C'était pas seulement la Ryder Cup, parce que je peux te dire que l'Angleterre s'était mise à l'heure du golf, comme tu peux imaginer. Hein. Mais on a vécu un week-end de Premier League comme on en redemande, avec beaucoup de surprises et des matchs qui vont avoir un impact sérieux sur le reste de la compétition et des matchs parfois d'un très bon niveau, comme celui, je pense, par lequel tu vas vouloir que je commence. Exactement, parce qu'on avait été un petit peu déçus pour l'instant des gros chocs de Première Ligue depuis le début de saison, et puis il y a eu ce Newcastle-Arsenal qui nous a un petit peu réconciliés avec ce scénario haletant, ce finish incroyable de la part des Gunners, c'est cette victoire 1-2, gros coup d'Arsenal qui, encore une fois, s'en est remis au coup de pied arrêté. Oui, encore une fois, encore que cette fois-ci, je pense que tu seras d'accord qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions dans le jeu. Ils sont tombés ils sont tombés sur un excellent gardien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je continue de penser que Pope devrait être le numéro 1 d'Angleterre devant Jermaine Pickford. Mais bon, ça, c'est une opinion personnelle qui est la mienne depuis un certain temps. Mais ils ont créé beaucoup d'enjeux. Je pense qu'au niveau de la performance elle-même, l'une des raisons pour lesquelles Mikel Arteta était tellement décontracté, souriant après la rencontre, c'était pas seulement le résultat et l'impact du résultat sur lequel on va revenir, mais également la qualité de la performance. La première période qu'a livré Arsenal était franchement l'une des toutes meilleures qu'on ait vues sous son règne, entre guillemets, et face à une équipe extrêmement difficile. Hein. Tu sais que Newcastle, d'ordinaire, est compliqué pour les Gunners, que souvent ils sont allés là-bas, ils se sont cassés les dents et avec de grosses conséquences pour leur espoir de titre. Cette fois-ci, non, ça a été, je dirais pas une démonstration, parce que Newcastle s'est bagarré comme d'habitude. Newcastle a montré des choses. Newcastle, par moments, a été menaçant. Mais malgré tout, dans une atmosphère, un St. James Park qui était très chaud, les Gunners ont fait le boulot. Et de quelle manière? Déjà, le but de l'égalisation, c'était déjà en soi comme une mini-victoire. Et quand tu as Gabriel, qui est quand même un petit peu à la faute, c'est moins qu'on puisse dire, sur le premier but le but de Newcastle, qui donne la victoire dans le temps additionnel. Bon, ben là, t'es au paradis. Il n'y a pas d'autre mot. On parlait l'an passé des dark arts d'Arsenal sur coup de pied arrêté. On vous conseille de revoir le deuxième but et notamment le rôle de Saliba sur Nick Pope, qui est juste là pour le gêner comme il faut. Et c'est Gabriel qui peut passer devant. C'est de l'orfèvrerie à ce niveau-là. Tu l'as dit, on a retrouvé des Gunners entreprenants et ça fait du bien, notamment à Mikel Arteta. Et puis surtout, on retrouve des Gunners qui sont plus qu'à 2 points de Liverpool. Donc comptablement, c'est un énorme coup. C'est un énorme coup et bien évidemment, c'est aussi dû au fait que Liverpool s'est pris les pieds dans le tapis, hein. Ce à quoi on ne s'attendait pas nécessairement. Encore que, je pense qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'en rappeler, ils sont tombés sur un palace des grands jours, une équipe qui continue de nous épater, 18 matchs sans défaite maintenant, avec un entraîneur dont on parle de plus en plus en Angleterre et j'imagine ailleurs en Europe. Enfin bon, il fallait profiter de l'occasion, il fallait aussi profiter de la défaite de Chelsea. Il y a également, il y a plein d'autres choses. Il y a ce qui s'est passé avec Manchester United. Il y a Tottenham qui est tenu en échec sur son propre terrain
face au dernier de Première Ligue. Il y a tous les éléments sont réunis pour faire un gros coup, pour marquer un coup qui va marquer. Tu excuses la répétition, mais je pense que tu auras compris pourquoi je l'ai faite. Et en l'occurrence, ils ont su trouver ce résultat qui non seulement comptablement est très important, puisqu'ils reviennent seulement à 2 points de Liverpool, et on rappelle que le match retour entre Liverpool et Arsenal se jouera à l'Emirates, bien évidemment. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la manière. Quand tu fais ça dans le temps additionnel, après avoir été mené 1-0, face à une équipe qui est tellement, tellement difficile à jouer, une équipe qui est passée maître. Alors, tu parlais des Dark Arts. Les Dark Arts de Newcastle, c'est extraordinaire parce que tu auras comme moi sans doute remarqué le nombre de fois où les petits coups dans les chevilles, les obstructions, les petits tirages de maillot qui passent inaperçus. C'est une équipe horrible à jouer. Et en plus de ça, qu'il y a des arguments. Atlético Newcastle, ça doit être un régal. Oh la vache. Je sais pas combien. Ça dépendra de l'arbitrage. Si l'arbitre laisse jouer ou laisse déjouer, en l'occurrence, ça pourrait être très, très amusant. Mais bon, le moment était parfaitement choisi pour Arsenal de faire ça. Et en l'occurrence, ça a coïncidé avec sa décision de titulariser Eberechi Eze. Dans une formation qui était plus offensive que d'habitude. Tu sais, on en avait parlé ensemble déjà cette saison. Le fait qu'il mettait un milieu de terrain où tu avais Merino, Zubimendi et Declan Rice, qui sur le papier était défensif et sur le terrain ne convainquait pas véritablement. Là, c'était différent. Tu avais Eze dans sa position préférée, celle de numéro 10. Et la première mi-temps que nous fait Eze, c'est une merveille. Il y a des choses... Il doit marquer plusieurs fois. Il doit marquer plusieurs fois parce que il crée ses propres occasions, il fait la différence. Ses frappes sont absolument superbes. Et puis il tombe sur un gardien qui est en état de grâce et il y a ces petits centimètres qui manquent. Mais je pense que pour Arteta également, ça y est, il a retiré le frein à main, peut-être là où on ne s'y attendait pas, face à Newcastle. Parce que Newcastle demeure une équipe, encore une fois, je répète, qui est extrêmement difficile à jouer. Malgré le départ d'Alexandre Isaac, tu as toujours des joueurs capables de faire la différence. Tu as un milieu de terrain qui est ce sont des monstres au niveau de l'impact physique. Quand tu vois Joe Linton ou Tonali, tu vois, tu parles de joueurs qui savent détruire. Et malgré tout, Arsenal a su construire et Arsenal surtout a su gagner. Et tu auras vu l'explosion de joie à la fin. C'était quasiment comme s'ils avaient gagné un titre. Ils ont fait, je veux dire, ils sont maintenant dans la situation, c'est assez curieux. Ils sont 2 points derrière Liverpool, mais je pense qu'ils sont maintenant favoris du championnat d'Angleterre. Ok. Et de toute façon, tu nous connais, on suivra la saga Première Ligue avec attention. Tu as parlé de construire et de gagner. Je crois que c'est tout ce qu'il manque malheureusement au Manchester United de Ruben Amorim, puisque on est obligé d'en parler. Philippe, c'est un peu la crise éternelle, un film sans fin pour les Red Devils, battus à Brentford, un penalty manqué de Bruno Fernandes, et puis ce classement 14e avec 7 points. Donc on peut d'ores et déjà oublier Manchester United pour la course au titre. Non pas qu'on les avait mis, mais bon. Ça reste un club qui compte, donc on les écarte. Et même pour l'Europe, il va falloir quand même montrer autre chose, parce que depuis le début de saison et de toute façon dans la lignée de ce que nous propose Manchester United depuis plusieurs années, on n'y voit pas grand-chose de très clair finalement. On ne voit pas véritablement. Si jamais je veux mettre, tu sais, mes lunettes qui me font voir les choses en rose, je vais te dire que par moment, depuis le début de la saison, Manchester United produit du jeu. Et c'est vrai, par moment, ils produisent du jeu, et par moment, le système paraît plus ou moins marcher. Le fameux 3-4-3 ou 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 de Ruben Amorim, il paraît marcher. Et puis, il y a d'autres moments où le soufflet retombe, presque aussi vite qu'il était grimpé. Tu ajoutes à ça quand même, c'est toujours le cas d'ailleurs quand une équipe ne fonctionne pas, son lot de malchance. Le fait que Bruno Fernandes doive attendre, je ne sais plus, c'était 6 ou 7 minutes pour tirer son penalty, ça fait qu'il n'est pas dans un état psychologique idoine pour le tirer. Quand tu vois le fait que, très honnêtement, quand Bryan Mbeumo se voit retiré sur l'action du penalty, d'ailleurs il doit y avoir exclusion, il y a carton rouge, mais bon, ce week-end a été marqué, on n'en parle pas parce qu'on ne veut plus en parler, mais ce week-end a été marqué par un scandale de la VAR, scandale sur scandale, match après match de la VAR, de décisions complètement incompréhensibles. Et donc, quand la Scoumoun s'acharne sur toi,
Ça continue et c'est normal. Et Manchester United, en l'occurrence maintenant, pour Ruben Amorim, c'est 33 points en 34 matchs. Tu te rends compte? 17 défaites. Ouais, 17 défaites sur 33 matchs de Première Ligue. C'est fou, ça. Jamais de victoire de suite. L'élimination contre Grimsby en League Cup, enfin bon, c'est quand même hallucinant. Et tu te dis, c'est pas possible que ça continue, c'est pas possible que ça continue, parce que oui, il y a certains éléments qui sont un petit peu encourageants. Tu vois, j'essaie vraiment d'être positif, de positiver ici. Hein. Dans le jeu, on voit davantage de choses. On ne sent pas non plus une équipe qui baisse complètement les bras ou qui a lâché son entraîneur. Ça, il faut le dire, par contre, que c'est une équipe qui se bagarre jusqu'au bout. Mais elle se bagarre mal. Quand tu vois les erreurs individuelles également, quand tu vois ce que fait Harry Maguire sur le premier but de Brentford, tu te dis, bon, il y a un problème quand même à ce niveau-là. Il y a également les atermoiements. Une fois de plus, Ruben Amorim a changé son 3 de derrière, sa ligne de 3. Il l'a changé dans le match. En fait, quand il fait des changements tactiques, c'est des changements dans sa ligne de 3 défenseurs centraux. Il faut comprendre. Et tu vas me dire, mais comment ça se fait qu'ils sont encore là? Et il y a un élément de réponse qui a surgi. C'est le fait que lorsque Manchester United a, j'allais dire soudoyé, il ne faut pas exagérer, a payé le Sporting pour mettre fin à son contrat donc avec le club portugais, ils ont payé à l'époque à peu près 10 millions et demi d'euros pour mettre fin au contrat de Ruben Amorim. Et c'est le 1er novembre 2024 que ce contrat est entré en vigueur. Un contrat qui va durer jusqu'au 30 juin 2027 avec une année en option. S'il licencie Ruben Amorim avant le 1er novembre, il y a une punition de 12 millions de livres sterling à payer. C'est-à-dire c'est la raison 14 cachée, millions là. d'euros. Ah, tu vois? Ah oui, ok. Bon, et en l'occurrence, on n'était pas au courant de cette clause, mais maintenant on l'est. L'excellent travail de quelques confrères du Daily Mail. Et alors, dans un club où tu as des problèmes financiers qui sont quand même sévères, dans lequel d'ailleurs tu auras peut-être vu que le fameux chapiteau de cirque qui devait surmonter le nouveau Old Trafford, finalement, parce qu'il n'y a pas suffisamment de sous, Radcliffe a dit à l'architecte, on s'en passe et donc on va faire un stade normal et on oublie le fait qu'il faut que ce soit un stade qu'on reconnaisse dans le monde entier, iconique, comme ils disent maintenant. Donc, on essaye d'économiser des bouts de ficelle, et puis t'imagines, donc 12 millions, 14 millions d'euros, ce n'est pas rien. Donc, je pense que dans le cas de Ruben Amorim, je regarde le 1er novembre, je fais une petite croix en disant, ce jour-là, je pourrais peut-être aller, je sais pas, à la plage, faire mes courses, m'acheter un costard, parce que il serait pas impossible que ce 1er novembre soit le jour auquel Manchester United décide de couper son lien avec Amorim. Au passage, je dis ça en vitesse, mais il y a 3 noms qui circulent. Le premier, c'est Oliver Glasner, on va en parler de Crystal Palace, mais lui, il est dans les petits papiers de tout le monde. Il y a Andoni Iraola de Bournemouth qui fait un travail absolument magnifique et qui lui aussi c'est un nom qui revient absolument partout. On parle de lui pour Tottenham, par exemple. Puis le troisième nom, ça, je dirais juste le nom et je m'arrêterai là parce que ça serait quand même hallucinant, c'est Gareth Southgate. Ah, ok. J'ai lu Graham Potter aussi, mais bon, il n'est pas forcément. Oh non! Oh non! Quoi, Alors dire, là, je peux te dire Graham Potter, non. Il est disponible, mais ça, je peux te garantir que si on voit Graham Potter à Manchester United, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, ça serait une catastrophe de plus. Si on revient au cas d'Amorim, parce que on a l'impression qu'il se confronte à deux choses. L'atmosphère un peu viciée qu'il y a à Manchester United depuis des années. Je me souviens qu'on avait parlé de toi à l'époque de Marcus Rashford qui s'en sortait pas. Et tu avais dit, mais il faut qu'il parte de ce truc un peu lourd qui existe autour de Old Trafford, qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais on a l'impression que c'est une fatalité qui s'abat sur tous les entraîneurs qui se sont succédés ces dernières années. Et sur le profil d'Amorim, où de l'extérieur, on a un peu l'impression parfois qu'il est pas hautain, mais disons un peu entêté dans ses choix. Il y a plusieurs dossiers. Voilà, je pense à Mainoo qui joue toujours pas. Je pense à Bruno Fernandes et surtout à ce schéma tactique qu'il ne veut pas changer. Où est la responsabilité? Est-ce que le climat vicié pèse trop pour qu'on s'attarde sur les choix tactiques et humains de Amorim, ou quand même Amorim il commence à avoir un passif un peu trop important là? Alors d'abord, je vais te dire que ça me fait également penser à nouveau au règne de José Mourinho à Manchester United et de voir ce qu'il y a réalisé, et à me dire que tout compte fait, il n'avait pas
tant loupé que cela, première chose. Deuxième chose, oui, ça pèse sur tout le monde, ça pèse sur les joueurs en particulier, parce que tu prends le cas de Marcus Rashford, donc on voit briller avec Barcelone. Il y a beaucoup d'autres joueurs à qui c'est arrivé. Tu vois Scott McTominay, l'importance qu'il a pris à Naples. Tu vois Anthony, qui était franchement un joueur qui était devenu une caricature de joueur, et tu vois ce qu'il fait avec le Betis. On peut continuer comme ça pendant très longtemps. Et puis il y a des cas particuliers comme Kobbie Mainoo, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que, en fait, si tu veux, dans le système de Ruben Amorim, et si tu déploies Bruno Fernandes comme deuxième pivot, tu as besoin à ses côtés d'un joueur à vocation défensive, purement défensive, comme Ugarte ou Casemiro. Et en l'occurrence, si tu mets Mainoo, là, tu te retrouves dans un dispositif où tu as très très peu de joueurs qui ont ça dans leur ADN en quelque sorte. Et donc du coup, Kobbie Mainoo, qui est un des joueurs quand même les plus prometteurs de Manchester United, se retrouve sur le banc et réduit au rôle de joker. Il y a des choix également. Pourquoi est-ce qu'on voit pas davantage Ahmad? Alors on le voit, il est brillant, etc. Puis tout d'un coup on ne le voit plus. Les choix qui sont faits. Šeško, j'ai l'impression qu'en ce moment il est en train. Je sais qu'il marque, mais tu auras vu le but qu'il marque. Il s'y prend à 3 fois. À 3 reprises. Hein. S'y prend 3 fois. Et moi c'est un joueur qui m'a toujours paru avoir beaucoup de déchets et qui a besoin de temps. Et la seule recrue, moi, qui me convainc totalement, c'est Bryan Mbeumo, qui est un joueur qui sera toujours absolument exemplaire dans ce qu'il accomplit, dans ce qu'il tente, et qui est un joueur de talent. C'est pas un immense joueur, mais c'est un joueur de grand talent. Mais à côté de ça, la question que tu te poses, c'est le recrutement, bien évidemment. C'est que le problème de tout, c'est les entraîneurs ont duré très peu de temps. La plupart d'entre eux ont duré très peu de temps. En fait, celui qui a pratiquement duré le plus longtemps dans tout ça, c'était Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer. Et à chaque fois, tu te dis, mais alors le recrutement, c'est quoi? On a dépensé un argent absolument fou. Et tu te poses la question, mais dans quel but? Amorim avait quand même les clés du coffre cet été pour pouvoir faire venir des joueurs pour qui son 3-4-3 est un système totalement naturel et compréhensible. On n'a pas l'impression que ça soit passé. Et puis de l'autre côté, à chaque fois que Manchester United, et ça c'est un énorme problème, chaque fois que Manchester United s'est positionné sur un joueur de très grande qualité, ce joueur a choisi un autre club. Ils ont toujours dû faire le deuxième, troisième choix, et en plus de ça, payer prix fort, parce que bien évidemment c'est Manchester United, troisième club le plus riche du monde, entre guillemets, ou quatrième. Et donc du coup, c'est le double handicap. Le handicap d'une équipe qui ne fonctionne plus avec un entraîneur qui ne convainc personne dans son rôle. Donc, du coup, les joueurs, non, pas pour moi. Et ceux qui doivent venir, eh ben, il faut payer cash, il faut payer un surplus, c'est un bonus en quelque sorte. Et tu mets tout ça ensemble, et plus la gestion de Radcliffe. Dans ce panorama, justement, Philippe, je te coupe parce que on y vient à cette question. Solskjaer, Ten Hag, on nous avait promis que ce serait lui qui aurait les clés, etc. Amorim, il y a eu Rangnick. Il y a eu tellement d'essais sur le banc des entraîneurs depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Quand on voit comment le club fonctionne, est-ce que, j'allais dire qui peut réussir, mais plutôt la question, est-ce que quelqu'un peut vraiment réussir? Tu nous as parlé de Glasner, mais est-ce que en arrivant dans cette atmosphère et dans cet environnement-là, c'est possible de faire des grandes choses? Je commence à en douter. Je crois qu'il y a beaucoup de managers qui vont en douter également. Et que tu te mets dans le... Alors, d'un côté, je dois dire que si jamais Manchester United s'intéresse à toi, c'est quand même très flatteur. Et également, tu te dis, ben moi, je vais leur montrer. Tu vois? Et je pense que de ce côté-là, ils peuvent encore tenter des entraîneurs qui ont une certaine réputation. Parce que n'oublions quand même pas que les entraîneurs... Ruben Amorim, il arrive à Manchester United avec la réputation d'être un des meilleurs jeunes entraîneurs d'Europe. Erik Ten Hag, il arrive avec la réputation de quelqu'un qui a brillé aux Pays-Bas et pas seulement avec l'Ajax, et puis qui était l'entraîneur de cet Ajax qui nous avait fait rêver, qui avait battu le Real Madrid. On se souvient de cette campagne européenne absolument historique. Et tu les prends comme ça. Rangnick, même si jamais il y a des gens s'étaient moqués de lui, c'est quand même l'architecte. Comment dire, c'est l'homme qui a inventé le gegenpressing. C'est quand même pas n'importe qui. C'est l'homme qui a mis en place le système Red Bull et compagnie. Ça n'est pas n'importe qui. Tu peux continuer comme ça. Il n'y a aucun des entraîneurs que Manchester United a utilisé. José Mourinho, Louis van Gaal, on peut continuer. Ole Gunnar Solskjaer, c'était un peu une période un petit peu particulière dans la mesure où
comme entraîneur, on ne sait pas ce qu'il vaut, mais il est arrivé à un moment où United avait besoin, pendant quelques mois, de ce boost d'une personnalité très forte au niveau de son attachement à Manchester United et qui symbolise le Manchester United d'avant. Mais maintenant, c'est fini. Il a bénéficié d'états de forme incroyables à ce moment-là. Pogba, Greenwood, Rashford, ils marchaient sur l'eau tous ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des séquences à ce moment-là de Manchester United qui étaient de très haut niveau. Absolument. Et là, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu commences par regarder l'effectif. Et c'est un effectif de brick et de broc. À savoir que tu as des joueurs de talent. Tu as un joueur de classe internationale, Bruno Fernandes. Ça, on est d'accord, c'est un joueur absolument magnifique. Tu as d'autres joueurs dont tu te dis, peut-être qu'il pourrait. On n'est pas encore sûr. Tu as d'autres joueurs qui pourraient jouer, on va dire, ils pourraient jouer à Brentford. Sauf que je sais pas s'ils joueraient en première ligue, finalement. C'est la position de Manchester United. Oui. Et tu regardes, ils ont certainement, au niveau gardien, ils ont l'un des pires gardiens de première ligue. Je suis désolé, mais c'est pas sérieux. Tu regardes la défense, tu vois Maguire, tu te demandes ce qui se passe. En plus de ça, la défense, tu sais pas ce que c'est puisqu'il la change en permanence. Ugarte, tu t'attendais, moi je retrouve pas le Ugarte que j'aimais beaucoup, soit en équipe nationale, soit en Ligue 1. Je le retrouve pas. Brian Mbeumo, on attend de voir, il fait tout ce qu'il peut, etc. Et puis tu continues comme ça. Zirkzee, il arrive avec une superbe réputation. Il est censé être cette grosse présence physique, également très bon techniquement, tout ce que tu voudras. Tu vois son entrée en jeu, absolument zéro impact. Et tu continues comme ça. Et tu te dis, mais attends, cet effectif en fait qui a coûté si cher à mettre en place, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Quand tu le compares à Liverpool, quand tu le compares à Arsenal, ça ne me pas la peine d'ailleurs. Quand tu le compares même à ce Manchester City qui, mine de rien, est en train de se mettre en place avec une nouvelle génération de joueurs, et tu vas même aller plus loin, tu vas dire, oui, je regarde Crystal Palace. Ouais, Marc Guéhi, il est meilleur que. Je mets Marc Guéhi, je le mets dans le but, je le mets en défense centrale. Henderson, je le mets dans le but. Wharton, je le mets en milieu de terrain. Je continue comme ça. Et puis, oui, Mateta, oui, je le prends. Et du coup, tu te dis, mais cet effectif pour lequel ils ont dépensé des centaines et des centaines de millions ne vaut pas qu'un entraîneur. Enfin, il vaut peut-être cet argent sur le marché, mais sur le terrain, il ne les vaut pas. Et du coup, si jamais tu es un entraîneur qui veut faire quelque chose à Manchester United, tu te poses des questions, mais avec qui je vais le faire? Et c'est la question qui se pose saison après saison après saison après saison. C'est le fait que chaque entraîneur qui se met en place paye les pots cassés, le prix d'un recrutement qui a été effectué par son prédécesseur et que les changements qu'il peut y apporter ne sont pas suffisants pour changer la nature de la bête. Et donc, tu ne vois pas comment tu peux sortir de ce cercle vicieux, à moins de te dire, on oublie la Ligue des Champions, on oublie les espoirs de titre, on rebâtit sur 2, 3, 4 saisons ce qu'il faudra, il n'y a pas de problème, on ne va pas être relégué, et on fait tout pour faire ça. Mais est-ce que Manchester United est prêt à faire ça lorsque tu as un propriétaire, en l'occurrence Ratcliffe, qui, lorsqu'il est arrivé au club, disait « Oui, le titre, c'est dans 3 ou 4 ans ». Qui a placé la barre tellement haut. On a bien saisi l'ampleur des travaux nécessaires à faire du côté de Manchester United et pas que à Old Trafford. Mon cher Philippe, merci beaucoup pour ta présence et toutes ces explications. On va quitter l'Angleterre et Dieu sait qu'on aurait envie de pouvoir continuer cette discussion pendant longtemps, tant la crise à Manchester United est éternelle. Mais on va retrouver un petit peu la Ligue 1 avec Elton Mokolo. Et nous voici donc de retour en Ligue 1. Elton Mokolo pour nous débriefer cette, j'allais dire belle journée, mais commençons peut-être par là finalement Elton. La semaine dernière, tu nous as vanté les vertus d'une Ligue 1 prolifique en but. Et puis voilà, patatras ce week-end 2-0-0. Malgré tout, je crois qu'Opta est remonté presque dans les annales de la Ligue 1 pour voir un 0-0 qui intervient aussi tardivement dans la saison. Ça dit quoi de la qualité de notre championnat cru 2025-2026? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Écoute, moi je suis triste. J'y ai cru, je me suis dit qu'à Saint-Symphorien, il y aurait au moins un but. Finalement, il y a eu 0-0. Et même le soir avec Red Lens, il y a eu également un 0-0. Et ça n'enlève en rien par rapport à ce qui s'est passé sur le début de championnat de la Liga, où c'est un championnat qui est prolifique, où il y a des équipes qui sont portées vers l'avant, il y a beaucoup plus de victoires. Et même les matchs nuls sont quand même des matchs nuls où on peut voir des choses. Donc pour moi, c'est la bonne mentalité à avoir parce que j'ai le sentiment
forcément que dans le contexte de la Ligue 1, où il y a une nouvelle chaîne qui est apparue, des acteurs qui veulent faire beaucoup plus pour ce championnat, ça se retranscrit sur le terrain avec des équipes qui ne regardent pas forcément vers le but, mais plutôt vers le but adverse. Et là, pour le coup, c'est un début de championnat qui est vraiment très encourageant. Et en plus, et attention, je touche du bois, pour l'instant, on a encore une course pour le titre. Alors oui, va-t-elle durer longtemps? J'en suis pas sûr. Mais venons-en au fait, effectivement, puisque l'Olympique de Marseille et l'OL complètent le podium avec le Paris Saint-Germain. C'est PSG, OL, OM dans cet ordre-là. L'OM qui est allé s'imposer à Strasbourg et Lyon qui a fait un match Diego Simeonesque sur la pelouse de Lille. Est-ce que ce duo-là, OL-OM, ça peut aller jusqu'au bout? Alors, on va pas parler de titre, mais ça peut aller jusqu'au bout pour tenir le podium. Et pour moi, ça peut aller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, quand il y a 6 journées qui se sont écoulées, c'est un contenu qui n'est pas neutre, c'est un contenu qui veut dire beaucoup de choses, notamment pour l'Olympique Lyonnais qui, je vous le rappelle, a quand même affronté l'Olympique de Marseille, Lens et Lille, les 2 fois à l'extérieur. Et ils ont gagné. Et même contre l'Olympique de Marseille, à la maison, ils ont gagné. Donc, à un moment donné, quand on regarde cette équipe, pour moi, en fait, ce n'est pas nécessairement une grande surprise. Alors oui, par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier, le contexte économique autour de l'Olympique Lyonnais, on aurait très bien pu se dire, voilà, il y aurait un impact significatif. Il n'en est rien. Et en plus, j'ai envie de parler d'un travail de fond parce que depuis que Paulo Fonseca est arrivé à l'Olympique Lyonnais en février, derrière le PSG, l'Olympique Lyonnais est l'équipe qui a pris le plus de points. Donc c'est pas comme si on était sur un travail qui était entamé seulement depuis l'été 2025, mais on est également sur un travail qui a commencé depuis l'hiver 2025. Et aujourd'hui, ça se retranscrit dans la performance. Moi, sincèrement, si je devais accoler un adjectif à la victoire de l'Olympique Lyonnais face au LOSC hier, ce serait intelligent. Parce que j'ai vu une équipe qui, en première période, dans sa capacité à se défendre avec le ballon, a été très intéressante. Dans sa capacité à mettre le premier but, et c'est dans la répétition de ce qu'on a vu face à Lens, avec un milieu de terrain qui arrive lancé. Et en deuxième période, quand Lille, logiquement, pousse pour égaliser, l'Olympique Lyonnais a défendu avec intelligence et même avec du vice. Alors oui, ça peut faire sourire, mais toujours est-il qu'il en faut justement pour gagner des matchs. De manière affectueuse, je t'ai titillé sur la fin de match contre Manchester United. Sans rigoler, ça fait partie aussi d'un processus, ça fait partie de l'apprentissage pour arracher ces victoires qui font que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est sur le podium de Ligue 1. Mais ok, c'est une victoire très intelligente, mais c'est quand même ultra minimaliste. J'ai pas regardé les expected goals, mais les incursions dans la surface lilloise, elles sont très rares et encore plus avec la physionomie du match. Lyon fait une très bonne saison et fera peut-être une très bonne saison, mais les mettre au même niveau que l'OM, par exemple, ça me semble un peu fou, étant donné la densité d'effectifs à Marseille, là où Lyon, on le voit, n'a toujours pas d'avant-centre. Alors moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le classement final. Je continue de penser que l'Olympique de Marseille va terminer devant l'Olympique Lyonnais, mais par contre, pour aller chercher une 4e place, pour moi, c'est tout à fait accessible pour l'Olympique Lyonnais, parce que l'Olympique Lyonnais a quand même des individualités sur lesquelles ils peuvent capitaliser, que ce soit Malik Fofana, même si Malik Fofana doit encore monter en puissance, Corentin Tolisso, et même les recrues que j'aime bien évoquer, que ce soit Morton qui a été buteur, Griff, 2 matchs décisifs. On l'avait évoqué par rapport à sa saison à Majorque où il était déjà à son avantage. Et là, les faits sont têtus. Il a des interventions à faire. Il est déterminant. Et j'ai envie aussi de te parler, Cyril, de ce que j'appelle le fameux recrutement interne. Moi, j'y tiens. Moi, c'est ma marotte depuis 2-3 ans. C'est des joueurs qui étaient déjà là, mais qui prennent une nouvelle dimension parce qu'ils ont de nouvelles responsabilités. Ça veut dire quoi? Tu l'as évoqué. Niakate, il est entre guillemets le symbole des dérives de John Textor. C'est-à-dire une recrue surévaluée en ce qui concerne son prix. Sur le début de saison, c'est l'un des tout meilleurs défenseurs du championnat de France. De la même manière que Tessman, c'était un milieu de terrain qui était parfois un peu gauche, si on veut rester poli, là, il prend une nouvelle dimension. Alors, je te dis pas que c'est Michael Ballack 2002, mais toujours est-il que ça reste un joueur qui est tout à fait crédible pour l'Olympique Lyonnais en tant que titulaire. Vu la sacoche qu'il a mis face à Utrecht, potentiellement, on peut se dire que c'est Prime Ballack. On va passer, Elton, puisque c'est une grosse semaine européenne qui s'ouvre, avec notamment le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, on va accueillir tout de suite Anna Caro qui va venir
débriefer avec nous, ou plutôt faire le preview de cet affrontement en plateau. Mais peut-être un tout petit mot, Elton, sur le PSG. Anna, je te laisse approcher. Un petit mot sur le PSG ces dernières semaines. Comment tu sens Paris avant cet affrontement ? Alors, par rapport au PSG et sa performance contre Auxerre, c'est pas la meilleure des performances, mais c'est une performance qui reste pour moi satisfaisante. Ils ont gagné le match avec autorité, ils ont gagné 2-0, ils auraient même pu mettre plus de buts. Auxerre a eu des occasions en fin de match, et toujours est-il que le PSG est vraiment au-dessus du lot. Ils se sont même permis de faire entrer des jeunes joueurs du centre de formation. Donc, c'est pas la meilleure des performances du côté du PSG, mais après une défaite contre l'Olympique de Marseille, ça reste une victoire qui est bienvenue. Salut Anna. Salut. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Bon, on voulait vous réunir évidemment pour évoquer le gros choc. C'est presque le plus gros choc de cette phase de Ligue des Champions. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la dernière édition versus le vainqueur. Je vais vous poser la même question à tous les deux pour commencer. Et je vais commencer par toi, Anna. Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, quelle équipe est la plus diminuée par les blessures et les absents ? Alors, si les forfaits de Vitinha et Kvaratskhelia, surtout celui de Vitinha d'ailleurs, se confirment, très clairement c'est le PSG. Même s'il manque Rafinha, Johan Garcia, Fermin Lopez et donc Gavi côté Barça, faire sans Joao Neves et Vitinha pour le PSG, ça paraît quand même très compliqué. Elton, même question. Même réponse, je dirais quand même le PSG, parce que on parle d'un potentiel forfait pour Vitinha, même si il y a des nouvelles qui se veulent beaucoup plus optimistes. Et toujours est-il qu'il manquera le Ballon d'Or. Ouais. Ousmane Dembélé qui ne fera pas un retour à Barcelone, bon, même s'il était déjà là en 2024, Désiré Doué, donc moi je continue de penser que c'est le PSG, même si Luis Enrique, j'ai écouté avec beaucoup d'attention en conférence de presse, ça restera quand même une équipe compétitive et prête à aller gagner à Barcelone, parce que c'est la mentalité de Luis Enrique, il n'y a pas d'excuse par rapport aux blessures, et c'est vrai que quand on regarde le caractère du match, alors oui, c'est un match qui pour le grand public est particulièrement attendu, mais maintenant il faut quand même tempérer les questions que d'une deuxième journée de phase régulière de Ligue des Champions. Tout à fait. Ce n'est que la deuxième journée, mais malgré tout, on a l'impression que ces deux équipes, elles continuent ce qu'elles ont construit au printemps dernier, et même depuis un peu plus longtemps pour Hansi Flick et Luis Enrique. Anna, tu nous confirmes que cette saison, le FC Barcelone qu'on voit et qu'on a encore vu ce week-end face à la Real Sociedad, qui a pu compter sur un Lamine Yamal, décisif dès son deuxième ballon, continue de régaler week-end après week-end. Oui, clairement, ce FC Barcelone est très très bien cette saison, beaucoup mieux qu'il n'a démarré, parce qu'il y a quand même eu des matchs un peu compliqués sur le tout début de la saison, mais on a surtout une équipe qui semble encore mieux que celle qu'on voyait la saison passée, à savoir qu'il y a beaucoup moins de dépendance dans certains membres de l'effectif. Je pense notamment à Alejandro Balde, parce que la saison passée, gagner sans lui, c'était compliqué. Là, il est absent depuis 3 matchs, et pour autant, le Barça gagne. Je pense à la charnière centrale, parce que c'était vraiment une question de dire qui va succéder à Inigo Martinez, et c'était vraiment pas gagné de trouver un successeur. Finalement, avec les 4 centraux qu'a Flick à disposition, il a plus ou moins chaque fois réussi à trouver une combinaison plutôt gagnante, tellement gagnante qu'aujourd'hui, on sait même pas quelle charnière centrale jouera face au PSG mercredi, et il y a moins de dépendance aussi à Lamine Yamal, parce que là effectivement Lamine Yamal y est pour beaucoup sur la victoire à la Real Sociedad, mais quand il n'était pas là, le Barça a réussi à gagner quand même, et on voit que cette année 2 de l'ère Hansi Flick, elle est encore meilleure finalement que la première année, donc à voir si ça amène plus de trophées, mais c'est vrai que le Barça l'avait très bien lancé, et du coup en plus récupère le statut de leader de Liga avec cette victoire contre la Real Sociedad. Tu vas parler de l'absence de Lamine Yamal, on va rester sur le FC Barcelone, Elton et Anna. On a beaucoup parlé cette saison du Paris Saint-Germain qui n'avait pas suffisamment recruté peut-être devant. À l'inverse, le Barça, y a Rashford qui est arrivé, qui a été décisif dans un match très important en Ligue des Champions à Aston Villa. Il y a Dani Olmo qui était arrivé l'été dernier, mais on a l'impression d'avoir une profondeur offensive notamment bien plus pertinente que celle du Paris Saint-Germain. Est-ce que je me trompe ? De manière circonstancielle, je te dirais oui, parce que si les individualités du PSG reviennent, on peut discuter. Ça veut dire un Bradley Barcola, dans l'absolu, théoriquement, c'est un remplaçant, mais un Bradley Barcola avait déjà fait une belle saison la saison dernière. Et c'est vrai que du côté du Barça, le fait que Marcus Rashford soit, entre guillemets, la tête de gondole du PSG, lapsus révélateur du FC Barcelone sur ce début de saison, notamment sur le secteur offensif, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'était un joueur qui était à la relance après
sa fin d'aventure avec Manchester United et même son prêt avec Aston Villa. Et là, le fait de voir un joueur qui est aligné, qui est même décisif, c'est quand même une chose intéressante pour le Barça parce que la saison dernière, c'est vrai que ça reposait beaucoup sur la capacité qu'avait le trio Rafinha, Yamal et Lewandowski à performer et qu'il manquait peut-être ce quatrième homme en référent offensif, même si je n'oublie pas le meneur de jeu qui était, que ce soit Daniel Mo, que ce soit Fermin Lopez, mais ce quatrième offensif qui pouvait impacter en sortie de banc. Là, je te parle pas d'un joueur qui impacte en sortie de banc, je te parle d'un joueur qui impacte dès l'entame de match et c'est quand même une bonne nouvelle pour Marcus Rashford. De là à évoquer un Barça qui serait supérieur offensivement au PSG, je ferai attention parce qu'il y a question d'un PSG qui est quand même champion d'Europe, qui nous a montré sa capacité justement. C'est pas forcément supérieur en potentiel, mais déjà en nombre et en solution de repli. On a parlé de l'absence de Yamal. Le Barça a réussi à gagner des matchs en l'absence de son meilleur joueur. C'est le cas aussi pour le PSG avec Ousmane Dembélé. Mais on a quand même l'impression que, en tout cas sur le line-up, il y a un tout petit peu plus de choix à disposition pour Hansi Flick. Ouais, j'aurais du mal aussi à dire ça dans la mesure où parce qu'on a Rooney Bardi qui est arrivé, mais il est encore assez léger finalement. On l'a vu hier, il était assez intéressant, mais il a pas le niveau aujourd'hui pour être un titulaire du Barça et clairement pas pour suppléer Lamine Yamal. On va rentrer peut-être dans les clés tactiques de ce match-là. Anna, je vais te reposer la même question qu'au printemps dernier. Est-ce que on va encore avoir ce qu'on a pu voir au match aller face à l'Inter, des trous béants dans le dos de la défense barcelonaise? Est-ce que c'est encore la clé pour battre le Barça cette année? D'avoir des trous dans la défense? Pas des trous dans la défense, mais de prendre à revers dans la profondeur tout ce qu'avait fait l'Inter la saison passée. Ça semble encore être le cas. Alors peut-être pas forcément entre les deux centraux parce qu'on a l'impression que ça s'est plutôt bien réglé dans cette question-là. Mais si on prend entre les centraux et les latéraux, hier Jules Koundé il se retrouve tout seul en surnombre. Il doit gérer 2 joueurs, il est tout seul. Et c'est comme ça que vient le but de la Real Sociedad. Donc oui, il y aura encore des trous dans la défense. La clé un peu, c'est que Hansi Flick a dû un peu se réinventer dans l'incorporation de Ronald Araujo parce que justement lui avait plus de mal à jouer ce piège du hors-jeu et avait plus de mal aussi sur ce qui est derrière au niveau de la relance. Donc il y a un système un peu hybride qui est mis en place quand c'est lui qui joue parce que il faut trouver des solutions à la relance et dans l'idéal que ce soit pas lui qui relance. Donc ça va vraiment dépendre un peu de quelle est la charnière qui est choisie pour jouer, parce que par exemple si on prend une charnière Eric Garcia Cubarsí qui manque de taille par exemple, mais qui est rudement efficace sur la relance et sur tout ce qui est placement, etc. Oui, on peut s'attendre à ce que le bloc du Barça joue très haut parce que en plus ces 2 joueurs jouent merveilleusement bien au pied et en jouant très haut, on est aussi plus proche du but adverse. Donc ça va vraiment dépendre de la composition de la charnière. Et l'avantage de ce Barça cette saison d'avoir testé autant de charnières, c'est que du coup ils ont plusieurs options et selon ce que veut mettre en place Hansi Flick contre le PSG, il va pouvoir choisir ce qui lui semble le mieux. Elton, tu es Luis Enrique l'espace de quelques minutes. Tu insistes sur quoi tactiquement? On se souvient d'ailleurs que tu parlais d'Araujo il y a 2 ans. Il avait mis l'accent de manière très importante sur le fait de presser Araujo parce que ça pouvait déclencher des erreurs de relance. Sur quoi tu insistes? Sur tout ce que vient de dire Anna? J'insiste sur la capacité à tenir le ballon du côté du PSG et à faire courir le Barça. Parce que pour moi, je pense que dans sa capacité à faire voyager le ballon, le PSG reste encore supérieur au FC Barcelone parce qu'ils ont des principes qui sont bien plus établis depuis l'arrivée de Luis Enrique à l'été 2023 parce que sur le caractère football positionnel, Luis Enrique, on se refait pas, est un entraîneur espagnol, tandis que Hansi Flick est un entraîneur qui insiste davantage sur la verticalité, ce qui joue notamment sur le caractère des 2 équipes. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment le Barça, justement, sans ballon, va challenger le PSG, alors que le PSG ne spécule pas. C'est-à-dire que ça peut être le Real Madrid, ça peut être le Barça, comme ça peut être Wascal. J'exagère, je grossis volontairement le trait. Le PSG ne négocie pas en termes footballistiques et sur sa capacité à faire voyager le ballon, notamment avec ses rotations, ses permutations. C'est une équipe qui joue de mémoire. Et ça va être très intéressant de voir ce que va faire le Barça. Est-ce qu'ils vont vouloir à tout prix confisquer le ballon au PSG? Et s'ils en sont pas capables, comment ils vont réagir? Pour moi, ça va être l'enjeu fondamental. Est-ce qu'il va y avoir un peu des match-up clés? Je pense à un Nuno Mendes qui s'est frotté la saison dernière à Salah, notamment. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, il a eu d'autres clients. C'est le duel Mendes-Yamal qui peut être un peu game changer?
Non, mais c'est vrai que c'est un duel qui est mis en avant parce qu'on parle de deux joueurs qui ont été extraordinaires. Ouais. Deux joueurs qui ont terminé dans le top 10 du Ballon d'Or. D'un côté, Nuno Mendes, de l'autre, Lamine Yamal. On a aussi évoqué les différentes rencontres entre les deux joueurs, que ce soit lors de la saison 2023-2024 en Ligue des Champions et plus récemment lors de la finale de la Ligue des Nations. Ouais. Évidemment, ça sera un match-up parce qu'on parle de deux joueurs qui sont exubérants sur le plan offensif. Nuno Mendes, en partant de très loin, on l'a encore vu face à l'Atalanta. Ouais. Lamine Yamal, on vous le présente pas, par exemple, ce qu'il a fait hier contre la Real Sociedad. Et après, il y a beaucoup de clés tactiques. Déjà, comment le PSG va réussir justement à faire mal à la défense centrale du PSG. Comment le milieu de terrain du PSG va faire en sorte que l'influence et de Frenkie de Jong et surtout de Pedri, elle soit moindre. Donc, il y a beaucoup d'enjeux tactiques pour moi. Anna? Sur le côté tactique, Ouais. il y aura aussi la question de savoir à quelle forme aura Alejandro Balde, parce qu'on se rappelle contre l'Inter, ça va être une clé quand même d'avoir un Alejandro Balde en forme, et parce que Gérard Martin, il fait le travail en Liga, mais il est loin d'avoir le niveau de Ligue des Champions, et c'est clair qu'avoir une défense solide, on l'a vu, c'était très important aussi pour Hansi Flick, et parce que dans la mesure où il n'y a pas Rafinha qui lui court énormément, va faire les efforts, etc., peut faire ce lien, du coup peut-être lui plus avec Gérard Martin. Là, ça va être très certainement Marcus Rashford qui va jouer ce rôle-là, et il faut que Alejandro Balde l'alimente en ballon, parce que Marcus Rashford, il évolue sur l'aile gauche, mais il repique quand même beaucoup dans l'axe. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de couvrir à chaque fois que Marcus Rashford se replace dans l'axe. Et c'est vrai que l'état de forme d'Alejandro Balde, ça va être une clé finalement, ça va être une clé tactique in fine, si lui est capable de jouer. Et Cyril, si je devais évoquer notamment une réalité, ou plutôt deux réalités qui pourraient conditionner le match, c'est la réalité des deux gardiens de but. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Wojtek Szczęsny, qui remplace au pied levé Yohan Garcia, qui est blessé jusqu'après la trêve internationale, et surtout Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, pour moi, je vais le dire de manière très grossière, il a appris à être un gardien du PSG à l'occasion du classique, parce que la réalité du gardien du PSG, c'est un gardien qui a très peu de choses à faire, mais qui doit les faire. Et il se trouve que sur la photo de famille de la victoire de l'Olympique de Marseille, et surtout du but de l'Olympique de Marseille, Lucas Chevalier est dedans. Il a eu des critiques étaient légitimes parce qu'il est passé à trappe. Et là, on a un examen d'envergure parce qu'il est question du Barça, il est question de Robert Lewandowski, il est question de Lamine Yamal, etc., etc. Donc pour moi, c'est une réalité qui pourrait avoir une importance sur la rencontre et qui pourrait aussi continuer de construire le début de carrière de Lucas Chevalier. Et puis finalement, Johan Garcia, lui, est absent, alors que si on regarde tous les matchs du Barça depuis le début de saison, je pense qu'on peut même mettre Pedri homme du match à chaque rencontre. Mais derrière, Johan Garcia est pas très loin parce qu'il fait beaucoup d'arrêts hyper décisifs. Lui, pour le coup, a plutôt bien enfilé le costume de gardien du Barça, à savoir faire quelques arrêts de temps en temps. Et là, il manque à l'appel au pire des moments. Anna, on se mouille, qui est favori? La question à 1 million d'euros. Je dirais le PSG pour l'aspect champion d'Europe, mais c'est vrai que c'est assez difficile de répondre. Elton? Bon, allez, on va dire le Barça 50,5. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, 50,5, voilà. Rendez-vous mercredi soir. Ce sera pas au Camp Nou, tu nous confirmes? Ça sera à Montjuic. Voilà, c'est ça. Donc rendez-vous mercredi soir à Montjuic, sur Eurosport.fr aussi pour suivre ce match tant attendu. On va rester tous les trois, si vous voulez bien, pour débriefer un gros match de ce week-end en Liga. Anna, on va débriefer un petit peu le derby madrilène et cette claque reçue par le Real Madrid de Xabi Alonso, la première de la saison. Il y avait eu la claque, évidemment, avec le Paris Saint-Germain lors de la Coupe du Monde des clubs, mais là, dans un derby, c'est toujours parlant. Comment on explique ça, tout simplement? On explique ça avec un Real qui est vraiment passé à côté de son match, en tout cas vraiment de sa deuxième période contre l'Atlético, et un Atlético qui l'a joué vraiment assez intelligemment, parce que si on regarde les deux équipes, défensivement, c'était vraiment pas bon, hein. Il y avait vraiment beaucoup d'espace. Et finalement, ce qui est décevant dans cette prestation du Real Madrid, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé les clés pour renverser la rencontre, parce qu'ils mettent 2 buts en deuxième période, mais ils n'arrivent pas à faire le break parce que derrière c'est trop friable, parce que ça passe trop vite. Et même Diego Simeone l'a compris assez vite, parce que il retire un défenseur pour rajouter un milieu de terrain et qu'il crée le surnombre. Et à partir de ce moment-là, l'Atlético domine totalement le Real Madrid. On retrouve finalement les problèmes qu'on avait plus ou moins évoqués du Real Madrid la saison passée, un peu en ce début de saison. En début de saison, j'avais dit attention,
l'intervention quand même d'Dina Hussein, il est pas si fiable que ça, parce qu'il avait fait des erreurs dans son dos, qu'il est parfois à retardement. Ouais. Je m'étais dit, je suis peut-être un peu dur au final quand on voit le match qu'il a fait quand on voit le match qu'il fait contre l'Atleti. Bon, c'est très compliqué. Il faut qu'il apprenne à être un défenseur central du Real Madrid, et c'est par exemple gagner beaucoup plus de duels aériens parce qu'il est très grand. Donc on a ce côté toujours du point noir de la défense centrale, et finalement du milieu de terrain, on retrouve toujours les mêmes problèmes du Real Madrid. Dès qu'il faut un minimum contrôler le ballon, dès qu'il faut faire des attaques placées, c'est quasiment inexistant. Xabi Alonso n'a pas réussi à mettre ça en place. Et ce qu'écrivent les médias madrilènes ce week-end, c'est que ils ont l'impression que Kylian Mbappé est très seul dans cette équipe, parce que lui, sur les attaques placées, on sait que c'est pas son fort. On sait qu'il est très très fort dans la profondeur. Il a été trouvé dans la profondeur, il a marqué, mais sauf que il peut pas jouer tout seul. Donc voilà, c'est très compliqué, et c'est surtout une défaite qui va faire mal à Xabi pour son début avec le Real, parce que c'est la pire défaite du Real dans un derby depuis 1950. Donc c'est quand même une stat pas très flatteuse, et c'est beaucoup d'interrogations, beaucoup de progrès à faire, et à voir si le Real est capable de les faire assez rapidement, parce que là, sinon, c'est vrai que c'est des points qui se perdent dans la course au titre en Liga. Elton, tu connais aussi ton Xabi Alonso sur le bout des doigts, son passage à Leverkusen, etc. On a beaucoup parlé, et Anna vient d'en parler, du déficit parfois de créativité au milieu de terrain au Real Madrid. Il y a eu l'incorporation de Güler, qui est passeur décisif sur le but d'Mbappé, mais c'est pas forcément suffisant. Est-ce que on peut pallier à ça collectivement? Là, en fait, Xabi Alonso, il fait face au mur de la réalité, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui a été annoncé depuis le début de saison, là, on y est concrètement, parce qu'en fait, le début de calendrier du Real Madrid était quand même relativement modeste. Il fallait remporter ces matchs, et le Real Madrid l'a fait, parfois avec brio, mais toujours est-il que là, c'est la presse madrilène qui raconte, entre ce qui s'est passé contre le PSG et ce qui s'est passé contre l'Atlético, est-ce que fondamentalement, le Real Madrid a avancé dans sa structure collective, et notamment dans son chantier du milieu de terrain? Aujourd'hui, on est obligé de se poser des questions légitimes, et d'avoir des doutes. Donc, en ce qui concerne le milieu de terrain, ça va être l'objectif de Xabi Alonso, rapporter cette fameuse créativité, mais aussi une structure qui permette justement à ce milieu de terrain d'être un milieu de terrain dominant, parce que là, pour le coup, il y a plusieurs interrogations, c'est-à-dire déjà la question, le duo Tchouaméni fait des Valverde, et aussi l'incorporation d'un Jude Bellingham qui était pour moi à court de rythme, mais qui a été titularisé parce qu'il a quand même un statut. Faut pas oublier que lors de la saison 2023-2024, c'était le meilleur joueur de Liga. Donc Jude Bellingham, ça reste un milieu de terrain, et donc c'est vrai que du côté du Real Madrid, et notamment de son milieu de terrain, au moment de trouver les hommes idoines pour incarner ce que veut le Real Madrid de Xabi Alonso, pour l'instant on n'a pas encore une réponse claire, nette et précise. Xabi Alonso l'a évoqué, c'est le début du processus, mais on sait très bien qu'au Real Madrid, et comme au Barça d'ailleurs, l'avenir c'est le présent. Merci beaucoup à tous les deux. On fait une petite promesse. On parlera de Julián Álvarez dans les semaines qui viennent, parce qu'il fait encore un match incroyable, et potentiellement derrière Mbappé, on n'est pas loin d'être sur le meilleur avant-centre de Liga. On va quitter l'Espagne. Merci beaucoup. Et on va retrouver l'Italie et Guillaume Pacini. Et pour terminer, on va retrouver le soleil italien, notre soleil italien, Guillaume Pacini, spécialiste Serie A. Comment stai, Guigui? Buongiorno. Alors, on est vraiment sur une catastrophe au niveau linguistique, Cyril. C'est buongiorno, déjà, c'est come stai, donc come stai. Et aujourd'hui, Cyril, tu le sais, c'est un peu la tradition maintenant. Un mot pour chaque semaine en italien. La semaine dernière, c'était le terrain. Est-ce que j'en souviens du terrain? Exactement, le campo. Et aujourd'hui, je vais apprendre le penalty. Voilà, donc c'est un peu dans l'ordre du temps. Le penalty, c'est le calcio di rigore. Calcio di quoi? Calcio di rigore. Calcio di rigore. Très bien. Voilà. On est sur 2 mots appris en 15 jours. On avance lentement, mais on avance bien seul. Je sais pas si on ira très loin, mais bon, écoute. Mon cher Guillaume, petit débrief de cette journée de Serie A, où il y a beaucoup de monde dans les hauteurs. L'AC Milan, qui a encore gagné dimanche soir, face au Napoli, s'il vous plaît. Le Napoli, l'AS Rome, début de saison plutôt enthousiasmant dans sa globalité en Italie, non? Exactement. Il y a l'Inter aussi qui a repris un peu du poil de la bête ces dernières semaines, qui a gagné à Cagliari le samedi soir. Donc,
on a vraiment les grosses équipes, Cyril, dans les hauteurs du championnat. Il y a la Lazio qui patine un peu et qui a du mal. Mais sinon, voilà, Milan, Juve, Roma, voilà, c'est globalement les grosses cylindrées de la Serie A. Et voilà, je pense qu'on va avoir un championnat assez équilibré. Cette saison, il faut rappeler que Milan, qui est en tête avec les autres équipes que tu as citées, contrairement aux autres, n'a qu'un match par semaine. Et ça, pour le coup, Milan, Allegri, ce sera à surveiller parce que voilà, on a déjà parlé de Luka Modric, Adrien Rabiot, mais voilà, c'est une équipe qui sera très dangereuse, selon moi, pour le Scudetto. Alors, on va parler, mon cher Guillaume, d'une équipe qui joue 2 matchs par semaine, puisque c'est une équipe qui est alignée en Ligue Europa et qui va d'ailleurs affronter Lille ce jeudi. On voulait parler de l'AS Rome avec toi, et en particulier d'un joueur qu'on commence à mieux connaître en France autour de ses prestations avec les Bleus. C'est Manu Koné, le crack de l'AS Rome. Peut-être explique-nous qui est ce joueur et surtout ce qu'on en dit en Italie. Il est arrivé de Mönchengladbach l'été dernier, si je dis pas de bêtises. Il s'est instantanément imposé comme un titulaire indiscutable avec le club de la Louve. Et depuis, notamment avec l'arrivée de Gasperini, il continue de monter en puissance et on voit pas de plafond presque. Écoute, c'est honnêtement l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat et même en Europe, selon moi. Mais en tout cas, voilà, tout le monde s'accorde à dire que la Gazzetta l'avait dit après le derby la semaine dernière, c'est l'un des meilleurs milieux du championnat, l'un des plus complets. Et là, je cite Didier Deschamps, qui était moderne et complet. Et c'est vrai qu'il est impressionnant, Manu Koné, parce que dans ce qu'il apporte à la Roma depuis son arrivée en 2024, il y avait une grosse concurrence à l'époque, Cyril. Il y avait l'AC Milan qui le voyait, il y avait l'Olympique de Marseille aussi. Benny Benassia l'avait dit, il a dit on essaie de le recruter, mais les coûts étaient déjà trop onéreux pour qu'ils viennent à l'Olympique de Marseille. Donc la Roma a battu quand même une grosse concurrence, environ 20 millions d'euros à l'époque, sans les bonus pour le recruter. Et c'est vrai que depuis son arrivée, il s'impose comme un titulaire, c'est un taulier de cette équipe. Là, je le disais, milieu moderne. À la récupération, il est très solide. Dans la progression aussi, ballon au pied. Il a une aisance technique qui est assez importante. Donc voilà, c'est une espèce de box-to-box. On le voit en équipe de France, où il s'impose aussi au fil de match. Mais voilà, on l'attendait vraiment pas à ce niveau-là. En tout cas, on pensait qu'il lui faudrait peut-être un peu plus de temps. On sait que la Roma, la semaine dernière, a eu une saison assez compliquée. Ranieri, tu t'en souviens, on en avait parlé dans le Tour d'Europe. Il est arrivé un peu pour sauver les meubles. Et là, c'est vrai qu'avec Gasperini, finalement, il confirme tout le bien qu'on avait vu lors du précédent exercice, où vraiment il avait quasiment fait partie des plus réguliers la semaine dernière. Mais voilà, Manu Koné, dans ce qu'il apporte sur le terrain, et dans la leadership, on l'a vu après le dernier contre la Lazio, il s'imprègne de ce club-là, il est attaché à ce club-là, il le sent, il le respire, on sait que Rome, c'est un environnement très chaud. Et Manu Koné sur le terrain, il dégage aussi beaucoup de leadership, de sérénité. Et aujourd'hui, vraiment, il est indispensable pour la Roma. Si demain, tu me dis la compo de Gasperini, je te mettrai toujours Manu Koné plus 10 autres parce qu'il est vraiment indispensable. Je suis retombé sur une archive au moment de son arrivée à la Roma où la Gazzetta disait c'est un style un peu à la Kefren Thuram. On voit les difficultés que peut avoir Thuram depuis son arrivée en Italie. C'est un très bon joueur, mais c'est pas encore un titulaire indiscutable et on parle pas en ces termes de ce qu'on dit de Manu Koné. Qu'est-ce qui les différencie en fait? Parce que c'est vrai que c'est 2 joueurs de percussion, mais on a l'impression que Manu Koné, il est sur une pente ultra ascendante, quoi. Alors, pour le coup, que les French Thuram, il commence, on pourra en parler dans Tour d'Europe dans le prochain épisode, il commence vraiment à la Juve à monter en gamme. Donc, voilà, ils n'ont pas aussi le même parcours, mais c'est vrai que Manu Koné, il est dans l'impact, dans la récupération. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est que techniquement aussi, c'est pas seulement un joueur de récupération, c'est un joueur aussi qui, voilà, dans la progression avec le ballon, il est vraiment très solide. Là où il peut s'améliorer, Cyril, selon moi, c'est devant le but. On voit encore qu'il a quelques difficultés. Il faut qu'il soit un peu plus décisif, et c'est ce que lui demande Gasperini. On sait que voilà, le côté un peu réalisation et lucidité, tellement il donne dans la gestion dans les efforts qu'il fait pour récupérer les ballons, même dans la lecture du jeu. C'est quelqu'un qui intercepte beaucoup les passes adverses. Donc parfois il manque un peu de lucidité, on va dire, dans la zone décisive. En tout cas, Kefren Thuram et Manu Koné, pour le coup, c'est vrai, ils ont quand même beaucoup de similitudes. Après, c'est vrai que Manu Koné, pour le coup, à l'instant T, il a pris une autre dimension avec la Roma parce que c'est aussi deux contextes différents. Kefren Thuram, c'est un peu la même chose que Manu Koné la semaine dernière. Il arrive dans la Juve de Motta. On sait que Motta n'a pas duré vraiment très longtemps sur le banc de la vieille dame. Donc voilà, c'est une saison assez complexe pour Thuram la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, ces 2 profils, c'est vrai, assez ressemblants. Manu Koné, pour l'instant, si je devais miser sur l'un, c'est plus sur lui parce que
il est plus impressionnant dans ce qu'il dégage et vraiment le côté leader, le côté je prends en main cette équipe. Manu Koné, il l'a, contrairement peut-être pour l'instant à Khéphren Thuram avec la Juve. Alors, une dernière petite question un peu plus tactique. Guillaume, on a vu Koné en bleu associé à Tchouaméni notamment. Ça marchait très bien parce que Tchouaméni assumait les basses-œuvres en tant que sentinelle et que Koné pouvait se projeter. À la Roma, il joue comment? Dans un 4-3-3, dans un double pivot? Comment utiliser au mieux ses qualités? Alors écoute, Gasperini pour l'instant, il cherche encore un peu son équipe. Ce qui est sûr avec Manu Koné, c'est qu'il lui faut une position. Alors c'est sûr que c'est pas un numéro 6, c'est plutôt un box-to-box comme je le disais, mais l'avantage, comme disait Deschamps, c'est que c'est un joueur quand même qui peut jouer quasiment partout. Alors voilà, tu vas pas le mettre devant, tu vas pas le mettre derrière, mais c'est un joueur qui est vraiment capable de se projeter. Donc en milieu relayeur pour tout ce qui est récupération du ballon, pour tout ce qui est progression du ballon. Manu Koné, pour l'instant, il joue dans le milieu de terrain de la Roma. Mais c'est vrai que pour l'instant, Gasperini, on le voit, il cherche encore un peu dans son système. Donc, dans l'idéal, un peu comme le fait jouer Deschamps, dans un milieu à 2, ça peut être très bien. Dans un milieu à 3, en relayeur, c'est très bien aussi. Donc, Manu Koné, il le disait récemment, il disait, moi, je m'adapte vraiment au système. C'est pas le même système entre l'équipe de France et la Roma. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est assez polyvalent, c'est que tu peux le mettre dans un milieu à 2, un milieu à 3. Lui, il s'adaptera. Après, il faut pas non plus le mettre dans des systèmes un peu fantaisistes. Mais Manu Koné, l'avantage, comme il disait, c'est que lui, il peut jouer partout. Donc, En tout cas, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait la Gazette après le derby la semaine dernière. C'est vraiment l'un des meilleurs milieux du championnat. Et aujourd'hui, en Europe, alors tu sais, Cyril, en Italie, on a tendance à s'enflammer. On va pas se mentir, c'est un peu notre. C'est pas votre genre. C'est un peu notre problème. Là, mais c'est vrai que Manu Koné. Alors hier, contre les LAS, il a perdu un peu quelques ballons, qu'il n'avait pas trop l'habitude de perdre. Ça n'a pas été son meilleur match qu'il a fait, mais il a toujours cette capacité vraiment à avoir au moins la moyenne. On sait qu'en Italie, la moyenne dans les notes, c'est 6 sur 10. Et Manu Koné, il est rarement vraiment tutti. C'est un joueur qui est très régulier. Et peu importe le système, du moment que tu le mets dans un milieu 1-2, un milieu à 3, c'est vraiment un joueur qui fera ses matchs. Et c'est très rare de le voir en dessous de la moyenne. Donc, c'est une garantie vraiment pour la Roma et pour l'équipe de France. On le rappelle, en vue du mondial. Il y a le mondial qui arrive en fin de la saison. Donc, c'est un joueur aussi qui se baisse très peu. Donc, selon moi, ce sera aussi très important pour les Bleus de Didier Deschamps. Ce sera pas une surprise de le retrouver dans la prochaine liste de Dédé, effectivement, qui arrive jeudi également, si je ne dis pas de bêtises. Merci, mon cher Guillaume. Campo, calcio di rigore. On va y arriver, Guillaume. On va y arriver, c'est promis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Il y aura encore beaucoup à débriefer avant la trêve internationale. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.